Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes plusieurs à rejoindre la conversation. On va laisser quelques minutes pour que les participants nous rejoignent. En attendant, je vais partager mon écran. Voilà. Je vois le nombre qui continue d'augmenter. On va laisser quelques secondes, puis on commencera. Parfait. Écoutez, je vous propose qu'on commence. Déjà, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire DigiFarm autour des nouvelles technologies testées sur le terrain. Pour me présenter rapidement, je suis Julie Ménadi, ingénieure agronome à l'ACTA, qui rassemble les instituts techniques agricoles, et je suis animatrice du réseau des DigiFerm. Aujourd'hui, on vous propose un webinaire pour présenter des résultats du réseau autour de l'expérimentation autour du numérique en agriculture. Et je suis aujourd'hui accompagnée d'Anaïs Bataillé de l'Armeflore, de Louise Ribeiro de la DigiFerm de Ferminov et de Zoé Guy de Lidl en co-animation du réseau des DigiFerm. Aujourd'hui, on va adresser deux questions autour du numérique. Tout d'abord, que développe-t-on comme innovation sur le terrain en France et plus précisément, que fait-on autour de l'expérimentation sur le numérique? On vous présentera les premiers résultats du panorama des DigiFarm sur les nouvelles technologies et nous donnerons la parole à deux DigiFarm pour vous montrer des exemples concrets de projets qui sont menés sur ces questions-là. Dans une deuxième partie, on se posera la question du transfert de ces innovations au terrain en vous présentant différentes ressources qui sont disponibles sur le numérique en agriculture. Nous ferons au mieux pour garder un temps d'échange à la fin pour pouvoir répondre à vos questions et échanger. Concernant le fonctionnement de ce webinaire, vous avez dû le voir, on est assez nombreux aujourd'hui. Donc vos micros sont coupés sur ce format-là. Par contre, on vous invite à échanger vos remarques, vos questions à travers la conversation ou à travers l'onglet questions-réponses que vous pouvez voir sur le bandeau en haut de votre écran. Nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure et on gardera un temps à la fin pour y répondre. Vous avez dû le voir, ce webinaire est enregistré, il sera mis en ligne par la suite de cet événement et accessible à tous. Et toutes les ressources et présentations qu'on partage aujourd'hui vous seront partagées par la suite, vous les aurez dans les prochains jours. Alors je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec cette question principale. Que développe-t-on comme innovation sur le terrain? Et plus précisément, que font les DigiFarm sur l'expérimentation autour du numérique? Alors déjà, pour remettre un peu le cadre et la base, qu'est-ce que le réseau des DigiFermes? C'est un réseau de fermes expérimentales qui travaillent sur le numérique en agriculture. C'est un réseau qui a été créé il y a 10 ans maintenant, avec comme vocation de pouvoir promouvoir les nouvelles technologies qui répondent aux besoins des agriculteurs. Et pour faire ça, on a besoin de les développer et les tester en conditions réelles pour faire un retour à nos filières. C'est un réseau qui, en 2025, rassemble 21 fermes expérimentales partout en France métropolitaine et en Outre-mer, sur des filières animales et végétales, avec plus de 11 filières représentées. On a donc une grande diversité de réalités agricoles qui sont représentées au sein du réseau des DigiFermes. Chaque ferme, chaque point que vous voyez sur la carte devant vous, ce sont des fermes expérimentales qui sont labellisées. Ce sont donc des fermes de taille commerciale, en production, qui ressemblent aux fermes de territoire où elles sont implantées. Et elles ont une équipe dédiée à l'expérimentation en plus, des techniciens d'expérimentation, des ingénieurs de projet, etc. Vous voyez aussi avec tous les logos qu'on a sur la carte, chaque ferme est reliée à une structure de R&D, que ce soit un institut technique agricole, une chambre d'agriculture, une coopérative, l'enseignement supérieur. Le fait qu'elle soit rattachée à toutes ces structures de recherche et de développement, ça nous permet l'objectivité et la rigueur dans les protocoles qui sont mis en place. Ça nous permet aussi de prendre des risques. Dans les DigiFarm, si on teste que ce qui marche, on n'est pas très utile. On est là justement pour rendre les solutions plus matures et pertinentes pour nos filières. Et ça nous permet aussi le lien aux filières. Ces instituts, ces structures, ces chambres, elles nous permettent de recenser les besoins de nos filières pour les faire remonter au niveau du développement des solutions de demain, mais aussi assurer le transfert de nos productions et de nos résultats pour aller vers l'adoption de ces nouvelles technologies. Et enfin, chaque ferme labellisée DigiFerm ont une expertise sur le numérique. Elles ont à la fois les compétences et les infrastructures autour des nouvelles technologies et elles sont engagées dans une grande diversité de projets autour du numérique. Je ne sais pas d'où vous venez tous aujourd'hui, mais je pense que vous pouvez facilement repérer sur la carte une digiferme qui pourrait être assez proche de chez vous.
Alors, ces DigiFerm-là, elles travaillent sur les nouvelles technologies et donc elles travaillent avec les acteurs qui développent ces nouvelles technologies, avec les entreprises de l'AgTech. Alors, comment on fait pour travailler avec ces acteurs-là? Vous avez dû le comprendre, les DigiFerm, c'est un lieu qui rassemble des connaissances sur les besoins des filières. On identifie comment le numérique pourrait améliorer les conditions de travail, de production autour d'une grande diversité de filières. On a aussi l'expertise agronomique et technique. Et ensuite, nos DigiFerm offrent différents types d'infrastructures, qu'elles soient digitales, autour des jeux de données et des données qui sont un point central sur le développement des nouvelles technologies, mais aussi sur les infrastructures physiques. On met à disposition des cheptels, des bâtiments, des parcelles, pour mettre vraiment les nouvelles technologies en condition. Et enfin, il y a le transfert des connaissances. Donc si finalement l'évaluation grandeur nature est notre cœur de métier, les DigiFarm sont capables d'accompagner les entreprises sur toute l'échelle de TRL et donc de maturité des solutions. Tout d'abord, on est là pour identifier les besoins, les faire remonter, les préciser et les traduire en besoins technologiques. On est aussi là pour co-développer les prototypes en les confrontant directement aux besoins du terrain. On apporte l'expertise filière, agronomique, zootechnique pour bien comprendre les enjeux et pouvoir les implémenter dans les solutions. On est aussi là pour acquérir des jeux de données. On a un enjeu très important pour avoir des jeux de données en quantité, en qualité et qualifiés. Et ça, c'est quelque chose que les DigiFarm peuvent offrir. Ça nous permet derrière de développer et entraîner des modèles. Et ensuite, on passe à la phase de l'évaluation en conditions réelles de la solution. On peut faire un retour utilisateur parce qu'on est sur une ferme de taille commerciale, c'est-à-dire qu'on peut montrer comment la technologie s'intègre dans une ferme, comment elle transforme le travail, comment elle est perçue. On fait de l'évaluation multicritère, on ne s'arrête pas à l'évaluation purement technico-économique. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. On fait aussi de l'évaluation sur le plan environnemental et social, notamment autour de toutes les questions sur la transformation du travail. Et enfin, le dernier volet, c'est que les digifermes permettent aussi, comme un ferme expérimental, de faire beaucoup de démonstrations et formations. On accueille beaucoup d'agriculteurs, de conseillers, d'apprenants pour montrer les technologies en action et essayer d'appréhender comment elles pourraient s'intégrer demain sur leur exploitation. Donc voilà, maintenant que vous avez compris un peu ce que c'est que les digifermes et comment on travaille, au sein du réseau, on s'est posé une question. Sur quelle technologie on travaille? Parce que quand on parle de nouvelles techno, c'est un monde très vaste. Alors, on a fait ce travail de recensement entre 2024 et 2025 autour de plus de 150 technologies qu'on a recensées au sein du réseau. Ces technologies ont été testées à travers différents projets, plus d'une centaine, que ce soit des projets régionaux, nationaux, européens, des prestations. Et c'est un sujet qui est vraiment en fort développement parce qu'on a plus de presque 20 projets qui ont été lancés en 2025, ce qui montre qu'il y a encore énormément d'intérêt, de développement autour des nouvelles technologies. C'est plus de 80 entreprises qui ont vu leurs nouvelles technologies intégrées au sein des DigiFerm sur les technologies et les résultats qu'on va vous présenter. Alors, on a fait une première étape, on a ces 150 technologies, on a essayé un peu de les classer pour se donner une idée, une représentation des différents types d'outils qu'on a. Alors pour ça, on a utilisé une classification qui existe depuis 2023, proposée par la chaire agrotique Aspexit, selon les usages et les outils. Alors voici la première représentation de ces nouvelles technologies au sein des DigiFerm. On les a classées selon différents usages sur la gauche et derrière, on a des classifications en forme d'outils. L'usage observé et mesuré est le plus important au sein de DigiFerm. C'est plus de 80 technologies qui travaillent sur cet usage-là, avec le grand monde des capteurs. On capte énormément d'informations au sein de nos fermes, que ce soit sur les productions animales, végétales, bâtiments. Et ça, c'est des informations essentielles pour pouvoir développer derrière les technologies qui seront pertinentes. On va retrouver des capteurs en bâtiment, fixes, embarqués sur les animaux, à la main, des outils de positionnement, de la surveillance. Donc ça représente notre plus gros volume de technologies autour de cet usage observé et mesuré. On a ensuite l'usage agir et appliqué sur le terrain avec plus de 30 technologies. On va retrouver la question de la robotique qui est très présente, vous le verrez notamment côté végétal. Les systèmes actionneurs aussi, embarqués ou fixes. Ensuite, il y a l'action de conseiller accompagner. Vous connaissez certainement tous les OAD, les outils d'aide à la décision. On travaille aussi sur ces outils-là, ces outils de conseil, ces calculateurs ou même des fois des outils de formation. Et ensuite, on a deux derniers usages, échanger et partager. Vous avez dû le voir, on a beaucoup de capteurs, donc il faut pouvoir aussi gérer et partager ces données. Donc on travaille sur des outils de partage et de suivi de la donnée et des outils collaboratifs. Et enfin, le dernier volet, organiser et gérer, ça nous permet aussi de vous montrer qu'on travaille sur des technologies aussi à l'échelle de l'exploitation. On travaille notamment sur des logiciels de gestion d'exploitation, des portails de données. Donc on travaille à la fois sur le plan tactique, production et stratégique au niveau de l'exploitation.
Donc là, vous avez un peu le cadre. Quel type de techno? Très bien. Mais en fait, le numérique est un outil pour répondre à des enjeux. Alors on est allé plus loin, on s'est dit bah, sur quelle thématique de travail, quels enjeux on travaille au sein des DigiFerm. Alors on a essayé de recenser dans tous nos projets différentes thématiques de travail. Il y a deux parties. Il y a la partie bleue, transversale numérique, et ensuite la partie à droite sur les filières. Si on commence par la transversale numérique, ça nous montre un point extrêmement important. Le numérique en tant que tel est un sujet de travail. Comment est-ce qu'il s'intègre aux exploitations? Comment appréhender le numérique au sein des exploitations? Toutes les filières des DigiFarm, toutes les DigiFarm ont travaillé sur ce sujet-là. On travaille sur les questions de l'adoption, la démocratisation et l'accompagnement au numérique. On travaille aussi sur les infrastructures et la R&D numérique. Et ensuite, je pense que vous verrez le fil rouge, les données. On travaille sur les questions d'interopérabilité, de standardisation et de partage de ces données. Ensuite, on va avoir des enjeux qui sont propres à nos filières, animales, végétales, et aussi des sujets qui sont communs aux deux, et qui montrent aussi la pertinence d'un réseau multifilière animal-végétal. Côté animal, les sujets les plus représentés au sein des Digifarm sur le numérique sont les questions de santé, bien-être animal et comportement animal. L'élevage demande énormément de monitoring, d'analyse, de suivi du comportement des animaux, et le numérique est un outil intéressant pour essayer de pouvoir mieux le suivre et le comprendre. On a aussi les sujets de performance zootechnique et de phénotypage. Et enfin, en élevage, un élément qui est très important, peu importe les filières d'élevage qu'on a, c'est l'événement de la reproduction. Il y a énormément d'outils et de projets qui se développent autour de cet événement qui est très important pour les éleveurs. Côté végétal, on a des enjeux principaux autour de la protection des cultures et la réduction des IFT. Et on a même mis à part la question du désherbage parce que c'est une question qui est vraiment centrale en grande culture, maraîchage et en viticulture. On essaie de développer des solutions qui nous permettraient de nous affranchir des produits phytosanitaires. Et ensuite, en jaune, vous voyez, entre les deux, on a des sujets qui sont transversaux aux filières. Ça va être tous les sujets autour de l'échelle de l'exploitation, autour du pilotage stratégique, de la gestion et de la traçabilité, mais aussi tous les enjeux autour de la gestion des ressources et de l'agroécologie. Voilà, vous commencez déjà à voir un peu quelle techno, quelle thématique. Tout ça, ça se fait à travers différents projets. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plus de 19 projets qui ont été lancés l'année dernière autour de ces thématiques-là. Et on a aussi 13 projets multisites, c'est-à-dire des projets où plusieurs digifarms travaillent ensemble sur une même thématique. Ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de tester une solution dans différents systèmes de production, venir la confronter à différentes réalités, venir aussi à chercher différentes compétences infrastructures sur différentes fermes du réseau. Et c'est là aussi que le réseau Digifarm est intéressant, c'est qu'on peut travailler entre différents sites expérimentaux. On a des projets régionaux, nationaux, mais aussi des projets européens. L'Europe prend vraiment à bras-le-corps cette question du numérique, et c'est 12 projets européens sur le numérique qui ont été recensés au sein du réseau des Digifarm sur ces 2 dernières années. Alors maintenant qu'on a vu un peu l'échelle globale, ce que fait le réseau, les outils de manière générale et les thématiques, un focus filière est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des dynamiques différentes pour chaque filière. Au sein des Digiferm, on a essayé de regrouper ça en 3 groupes. On a le groupe Grande Culture Maraîchage, le groupe Élevage et le groupe Viticulture. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un focus par filière et Anaïs et Louise vous montreront des exemples concrets des projets qu'elles ont pu mener sur ces questions-là. Alors commençons par les grandes cultures. Les grandes cultures maraîchage rassemblent 6 digifermes en France métropolitaine et à l'outre-mer à La Réunion. Anaïs en dira plus dans quelques minutes. C'est plus d'une quarantaine de projets qui ont été recensés sur ces dernières années. Et quand on regarde les thématiques de travail les plus abordées sur ces filières-là, les bulles sont la taille proportionnelle pour vous donner une idée. En première place, on a la protection des cultures et la réduction des IFT. Ça, je pense que vous pouviez vous en douter. On travaille aussi sur la gestion des ressources, la biodiversité et l'agroécologie, et ensuite sur la question du numérique, les infrastructures et la R&D numérique. Sur les grandes cultures et le maraîchage, on a aussi des questions de pilotage stratégique à l'échelle de l'exploitation, sur la gestion et la traçabilité. Alors ensuite, quand on regarde au-delà des thématiques, vraiment quel type de techno sont les plus testés, on a fait pour chaque filière un peu le top 6, le podium des technologies les plus testées sur ces filières. En grande culture, on va retrouver en première place, en égalité, les outils de conseil avec différents outils de la décision et la robotique autour des questions notamment de désherbage. On va retrouver plusieurs capteurs fixes au champ ou des capteurs à la main, et ensuite des systèmes actionneurs embarqués sur tracteur ou sur machine. Alors là, c'est l'image globale des grandes cultures, mais on va encore continuer d'augmenter notre zoom. On va carrément zoomer sur une des digifermes pour qu'elle nous présente sur quoi elle a travaillé et quel est l'apport de la digiferme sur ces questions-là. Alors, on va voyager, on va partir à La Réunion. Je vais donner la parole à Anaïs qui va vous présenter l'outil Baco, qui est un outil d'épidémiosurveillance.
Anaïs, je te laisse la parole. Bonjour, donc je partage mon écran, attendez, hop, heu, est-ce que c'est bon pour mon écran? Oui, Oui, super. Donc bonjour à tous, je me présente, moi c'est Alice Bataillé, je suis chargée de mission numérique agricole, au sein de l'Armée Flore et donc chargée de mission aussi pour la Digifarm de l'Armée Flore et aujourd'hui je vais vous présenter, notre outil Baco qu'on a co-développé, avec, l'Astrodor. Avant tout, je voulais vous présenter rapidement l'Armée Flore. Donc l'Armée Flore, c'est une association qui est créée par et pour les agriculteurs réunionnais. On a l'avantage d'avoir des adhérents qui sont de différents univers agricoles que je vous présenterai juste après. Et on a plus de 450 adhérents, donc ce qui est assez large et ce qui nous permet d'avoir des missions très diversifiées, durant l'année, que ça soit pour la Digiferm, mais aussi des pôles de l'Armée Flore. On en est fiers, mais on est le seul institut technique agricole du réseau de l'hémisphère sud et donc de l'océan Indien. Donc on a une vraie place stratégique. Et parce qu'on aime vraiment, vraiment, vraiment être unique, on est la seule digiferme de l'océan Indien et aussi la seule spécialisée dans le maraîchage. Donc ça, vraiment, ça nous rend unique parmi les autres. Donc comme je l'ai dit, à l'Armée Flore, on a plusieurs thématiques. Donc moi, je vais aujourd'hui vous présenter plutôt sur la partie maraîchage, mais qui est aussi horticulture. Mais on a aussi 9 donc thématiques: la transformation, les plantes à parfum aromatiques et médicinales, l'horticulture, le maraîchage plein champ et sous abri, les systèmes agroforestiers, la pépinière et semences. On a la particularité d'avoir une entreprise de semences, donc on vend des semences aux agriculteurs réunionnais. On a aussi un pôle agriculture biologique et enfin un pôle sur l'arboriculture fruitière. Donc, pour vous parler de Baco, donc Baco, ça a été créé par l'Armée Flore, l'Astrodor et l'INRAE et aujourd'hui, il n'y a plus que l'Armée Flore et l'Astrodor et on travaille aussi avec 2 entreprises, une partie qui fait, sur, l'expérience utilisateur et l'autre qui est plutôt sur la partie, développement. Donc pourquoi on a créé Baco? L'intérêt, c'était, on avait remarqué plusieurs problèmes, sur le terrain. Donc, dans un premier temps, on avait beaucoup de diagnostics qui étaient réalisés, mais peu étaient capitalisés, alors qu'on avait des diagnostics terrain qui étaient très diversifiés. On avait aussi, et je pense que c'est le problème de beaucoup ici, une multiplication d'outils, des Excel, des carnets, des logiciels où on rentrait, soit, des diagnostics, des données, des informations sur des clients qu'on pouvait avoir ou sur des agriculteurs. On avait des recommandations qui étaient non centralisées. Bon, pour beaucoup, bah, il y a pas forcément un intérêt de centraliser ces recommandations parce qu'on sait d'une année à l'autre ce qu'on fait, mais c'était plus pour les nouvelles générations, de conseillers ou de techniciens. C'est important d'avoir ces informations parce que, bah, quand on arrive sur le terrain, on les connaît pas forcément. On avait aussi des méthodes de notation qui sont assez hétérogènes, au sein des mêmes équipes, soit de l'Armée Force, soit de l'Astrodor. On avait des doubles saisies et des erreurs de retranscription. Ça, je pense que c'est le problème de tout le monde et c'est un grand combat pour moi à l'Armée Flore de régler ce genre de problème. Et il y avait aussi une difficulté à suivre l'évolution, d'une parcelle dans le temps. Même si on sait ce qui s'est passé, on peut dire ce qui s'est passé il y a 6 mois, mais on s'en rend pas forcément compte et donc on avait envie de trouver un outil qui nous permettait vraiment d'avoir, une retranscription réelle de ce qui se passe, juste, via un coup d'œil. Donc on a décidé que Baco pourrait permettre plusieurs choses. Déjà, la suppression de la double notation. Via Baco, on préfère, nos données on pourrait remplir nos données techniques, faire une retranscription, donner des conseils aux agriculteurs et tout ça, on retrouverait sur Baco. On pourrait aussi centraliser toutes nos données. On aurait, un portefeuille de clients, on aurait toutes nos informations sur nos parcelles, on pourrait voir nos suivis et tous les diagnostics qu'on a pu faire au courant de l'année, soit sur un agriculteur, soit sur une zone donnée. On pourrait aussi avoir directement des données qui soient exploitables depuis le terrain. Donc, suite à la validation de données, je peux voir ce qui s'est passé et voir comment évolue le bioagresseur. Aussi un outil qui nous permet de faire plusieurs choses en même temps. Donc, on n'aurait pas à passer sur une tablette d'un outil à un autre pour remplir plusieurs informations juste pour un agriculteur. Tout se fait au même endroit. Et enfin, grâce à toutes ces données, eh bien, on a vraiment une vision territoriale de comment évoluent les bioagresseurs et donc on peut prévenir ou améliorer en fait, nos conseils. Donc quand on a créé tout ça, on s'est rendu compte qu'au début, on voulait le créer pour les conseillers, donc pouvoir créer des diagnostics terrain et faire de la préconisation et du suivi de parcelles.
Mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas le seul avantage. Il faut aussi le présenter pour les expérimentateurs parce qu'eux aussi en ont besoin et donc c'était tout l'intérêt. Donc, pour ce deuxième profil, il fallait plutôt proposer sur la suivi d'expérimentation et donc simplifier les notations terrain, qui est un vrai problème, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Et suite à ces deux profils, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un intérêt aussi à suivre les agriculteurs et donc avoir un profil agriculteur où celui-ci préfère de la planification, il préfère suivre aussi son temps de travail, analyser ses coûts de production et aussi suivre toute sa partie phyto, qui va être obligatoire à partir de 2027. Et pour vous faire un peu un focus sur le profil agriculteur, donc on a dans un premier temps l'objectif de ce profil qui va sortir en 2026, normalement. Je suis normalement. Donc, l'objectif, c'est qu'il y a un suivi des cultures. Donc, il y aurait une visualisation en temps réel de l'état sanitaire des parcelles. On pourrait savoir ce qui s'est passé, on pourrait consulter l'historique saison par saison et donc savoir, ah, ben, à ce moment-là de l'année, j'avais eu un problème de trips, donc il faut peut-être que je prévoie à l'avance mes interventions. Mes interventions. Ou aussi, ben, j'ai fait cette plantation l'année dernière à ce même moment de l'année, donc je sais que je vais pouvoir le faire à ce moment-là. Donc, ça permet vraiment de faire toute la partie planification. Et c'est aussi l'intérêt, c'est que l'agriculteur et son conseiller ou le technicien puissent échanger ensemble et donc lui proposer de faire une intervention si jamais il a vu qu'il avait un bioagresseur qui se développait trop vite. Donc la planification, j'en ai parlé. Il y a aussi sur le suivi du temps de travail. Donc on peut enregistrer des tâches, savoir le temps qu'on a passé. Donc se rendre compte si une culture est vraiment rentable ou pas et donc calculer le coût de réel de la culture. Et enfin, c'est pour nous la chose la plus importante et on pense que c'est comme ça que les agriculteurs vont pouvoir utiliser Baco et vont rentrer dans Baco, c'est de rendre de créer un registre phytonumérique, donc qui sera obligatoire dès 2027. Donc ça lui permettra de remplir ses traitements phytosanitaires et de limiter en fait les multi-outils qui peuvent être présents et d'avoir tout au même endroit. Avec Baco, il pourra rentrer toute sa partie phyto, faire sa planification, suivre son temps de travail et communiquer avec son conseiller ou le technicien. Donc pour vous présenter comment fonctionne Baco, donc dans un premier temps, là quand je vous le présente, c'est plutôt pour la partie qui est déjà existante. Donc ça va être pour la partie technicien et aussi conseiller. Donc, on a essayé de faire ça de la façon la plus simple possible. Donc, dans un premier temps, il y aura toute cette partie qui peut être parfois un peu embêtante et qui prend du temps, mais si on le fait une fois, après, on n'a plus besoin de le refaire. Donc, ça va être toute la partie paramétrage. Donc, on va créer une culture, remplir nos variables. Une variable dans Baco, ça va être les bioagresseurs. Donc, ça peut être toute la partie ravageurs, ça peut être les maladies, ça peut être aussi les mauvais herbes qui peuvent être présents, les adventices. Une fois qu'on a fait ce paramétrage, on va pouvoir cartographier. Donc, on va pouvoir créer les exploitations, les agriculteurs qu'on suit. On va pouvoir créer des parcelles et des zones d'études. Une zone d'étude, ça va être les zones où je veux savoir, où je fais un suivi sur l'année en tant qu'expérimentateur. Et donc, je vais avoir mes points qui vont être définis et je vais pouvoir, en fait, les suivre d'une année à l'autre ou d'un projet à l'autre. Une fois que tout ça est fait et qu'on est parti, on a fait toute la partie qui peut être parfois un peu embêtante, on va pouvoir faire notre observation de terrain. Donc, quand on sera sur le terrain avec notre tablette, on va pouvoir faire une notation simplement, que je vous montrerai juste après. Donc, on va pouvoir retrouver notre carto, on va pouvoir localiser les endroits, les zones touchées, pouvoir prendre des photos et donc vraiment illustrer le problème qui peut être présent sur la parcelle. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir faire notre préconisation. Donc, on va proposer des traitements. Par défaut, Baco va toujours favoriser la PBI et après les produits phyto. Mais l'intérêt, c'est vraiment de se débarrasser des phytosanitaires et de plutôt proposer des traitements alternatifs. Et une fois que tout sera validé, on va pouvoir faire une génération de fiches. Et après, d'une fois à une autre, on va revenir sur la même parcelle, le même terrain, le même agriculteur. Ça va créer un historique d'infestation. Et donc, on va pouvoir analyser ces dynamiques de population et pouvoir voir ce qui va être fait et s'il y a eu un vrai impact sur la PBI ou sur tout ce qu'on a pu proposer durant l'année à l'agriculteur. Et donc, pour vous présenter un petit peu, j'ai une vidéo. Donc là, ça va être sur la partie diagnostic. Donc, en tant plutôt que expérimentateur, je vais avoir ma parcelle avec mes points. Donc, c'est des points que j'ai définis. Ils sont pas très droits, je m'excuse. Mais grâce à ces points qui sont définis, je vais pouvoir remplir des variables. Donc, par défaut, pour l'instant, c'est de 0 à 3, mais c'est quelque chose qui va évoluer. Et donc, on pourra aller plus loin et on pourra aussi aller dans plus de notations. Mais vous voyez, on va pouvoir passer d'un point à un autre et ajouter facilement des informations. On peut aussi faire NA, pas de notation, et donc ça permet de, si on n'a rien à suivre, on peut enregistrer notre fiche et elle sera validée. Donc, c'est des choses qui vont évoluer, mais je vous présenterai juste après. Donc, cette première étape, ça va être plutôt le diagnostic. Donc, c'est je suis sur ma parcelle.
je vois ce qui se passe, et donc plutôt pour la partie expérimentateur. Et la deuxième partie que je vous présente, c'est plutôt sur le diagnostic. Donc, sur mes agrumes, j'ai remarqué qu'il y avait des cochenilles. Et donc, je peux sélectionner rapidement l'intensité, mettre le niveau de régulation, la répartition. Je peux aussi, sur l'endroit, sélectionner une zone et dire exactement où c'est, puis après faire ma préco. Là, je vais pouvoir chercher soit un produit phytosanitaire, macro-organisme, biocide, et je vais pouvoir ajouter rapidement mon produit. Baco va par défaut proposer une dose préconisée si on définit les usages, et après, on va pouvoir l'ajouter, et ça va faire une fiche. Donc là, dans ces informations, on retrouvera la dose que j'ai sélectionnée, on va pouvoir voir l'intensité, et ces informations, on va pouvoir les envoyer à l'agriculteur. Hop. Et donc, la plus-value de Baco, c'est vraiment de pouvoir avoir dans un seul outil plusieurs informations et pouvoir faire plusieurs choses pour limiter les outils. Donc, dans un premier temps, je vais pouvoir faire mon diagnostic avancé, donc visualiser et faire un suivi de mes bioagresseurs et de la pression. Par la suite, une fois que j'ai fait tous ces diagnostics, je peux exporter les données et donc, via un format tableur, analyser mes données et voir la régulation de population, ce qui s'est passé durant une année de culture. Je peux aussi suivre mes pressions de ravageurs par zone et donc avoir via Baco rapidement une visibilité de ce qui s'est passé durant l'année. Je peux centraliser toutes mes données sur le terrain, donc je vois ce qui s'est passé, je peux concevoir des fiches et avoir vraiment tout au même endroit pour que ce soit mes collègues, moi ou des personnes, mes collègues ou moi, on va pouvoir avoir la même fiche et donc analyser rapidement les données et tout se centraliser. Et enfin, on va avoir toute cette partie d'aide à la préconisation où on va pouvoir rapidement proposer un diagnostic, une préconisation. Et via Baco, on aura déjà les DAR qui seront remplis et aussi les quantités conseillées. Et donc Baco, c'est un outil qui est en évolution constante. Et donc c'est pour ça que nous, à l'Armée Flore et aussi avec l'Astrodor, on a des prochaines étapes qui vont être importantes pour 2026. Déjà, on a la création de la SIC. L'intérêt, c'est de vraiment pérenniser Baco. On va pouvoir, grâce à ça, mutualiser les coûts de développement, de maintenance et d'hébergement, et aussi ouvrir Baco à d'autres structures, d'autres partenaires qui vont soit être présents sur la Réunion, mais aussi en métropole. On va aussi faire évoluer nos différents profils. Déjà, dans un premier temps, le profil expérimentateur qui est en cours d'évolution. Donc, on va pouvoir améliorer toute la partie analyse. On va pouvoir aussi améliorer toutes les parties paramétrage. Comme vous avez vu, pour l'instant, c'est de 0 à 3, mais on a pour vocation de faire évoluer ça. On va proposer du texte, on va pouvoir aller plus loin pour vraiment être plus précis dans nos notations et donc avoir un réel résultat sur le terrain. On a aussi décidé de faire évoluer le profil conseiller. Nous, c'est un problème à La Réunion, mais on a beaucoup de conseillers qui n'ont pas forcément le certificat conseiller. Donc, l'intérêt, c'est de proposer un nouveau profil conseiller où on n'aurait pas toute la partie phyto, mais seulement la partie sur une partie sans les produits phytosanitaires pour élargir le nombre d'utilisateurs. Et donc, ces derniers visualiseraient pas ça, mais pourraient quand même faire des conseils et donc utiliser Baco. Donc, on aurait plus de résultats sur le terrain. Et enfin, la création du profil agriculteur pour vraiment avoir une connexion entre nos profils conseillers et nos profils expérimentateurs et que l'agriculteur puisse donc faire sa partie phytosanitaire, suivre ses cultures et faire de la planification. Et on a toute cette partie qui est très présente à l'Armée Flore où durant l'année, on est allé vraiment vers les agriculteurs, on a essayé d'avoir leur retour, mais aussi auprès des conseillers, on a essayé d'avoir leur retour, de savoir ce qu'il leur fallait pour que vraiment Baco soit utilisé à la Réunion. C'est pour ça qu'on a prévu de faire des sessions de formation, de faire des campagnes de bêta-test avec notre outil pour être sûr qu'il répond à la réalité du territoire et à nos besoins ici à la Réunion. Oh, c'est un peu flou, mais donc c'était juste pour conclure. Donc Baco, en fait, il a cinq sujets. Donc la première, c'est d'observer. On va pouvoir, via Baco, observer et faire un conseil sur l'infestation, voir ce qui s'est passé. On peut noter et donc définir à quel point l'infestation est présente. On va pouvoir analyser, donc analyser ce qui s'est passé, voir selon l'année comment la population a évolué. On peut cartographier, voir les pressions et donc prévenir et savoir comment vraiment intervenir correctement. Et enfin, décider, suite à tout ça, je sais quel produit je vais pouvoir utiliser. Je peux construire un macro-organisme à l'agriculteur pour qu'il puisse vraiment intervenir correctement. Et voilà pour finir. Vous pouvez voir, vous pouvez scanner le QR code et donc retrouver directement Baco. Et donc, j'ai mis deux contacts. Léo Queredrin de l'Astrodor, qui donc est plutôt pour la métropole et moi pour la Réunion.
Je ne sais Super, pas si merci vous avez des Anaïs. questions. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées dans le chat avec déjà quelques réponses proposées par Léo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser ou même à envoyer un mail à Anaïs. On essaie d'y répondre dans le chat ou même si vous voulez rester à la fin pour quelques échanges, on pourra faire ça. Parfait. Alors, je vous propose qu'on change de filière, qu'on rejoigne la filière élevage pour voir justement sur cette filière-là quelles étaient les thématiques de travail, quelles étaient les technologies, et avoir un autre exemple concret de comment ces DigiFerm travaillent sur la question du numérique. Alors, la filière élevage, c'est une filière qui rassemble 7 filières différentes. Les bovins allaitants laitiers, ovins allaitants laitiers, la filière porcine, caprine et équine, répartie un peu partout en France. Alors là, les deux thématiques les plus représentées au sein des projets sur ces 2 dernières années ont été les sujets de la santé, du bien-être animal et du comportement, la question de la performance zootechnique et le phénotypage. Et comme on va le voir, on a énormément de données qui sont générées autour des questions d'élevage. Donc il y a aussi les questions d'interopérabilité, standardisation et partage des données qui sont abordées dans les DigiFerm, ainsi que l'événement central pour tout élevage qui est l'événement de la reproduction. Alors quand on regarde notre top 6 des nouvelles technologies, en fait on devrait dire top 3 parce que vous pouvez voir ici qu'on a énormément de capteurs. On a des capteurs dans les bâtiments, des capteurs sur les animaux, à la main. C'est énormément de données qui sont captées autour des animaux en élevage parce qu'il y a énormément de monitoring et aussi d'analyses qui sont menées autour du comportement. Toutes ces données-là, elles sont essentielles pour entraîner des modèles performants et ensuite avoir des outils de conseil qui soient vraiment pertinents pour les agriculteurs. Et donc, les DigiFarm sont le terrain de jeu parfait pour acquérir ces données qui sont en quantité, qualifiées et de qualité autour des questions d'élevage. On va aussi retrouver des outils d'échange et de suivi de la donnée, parce qu'on en produit énormément aussi, et des portails de partage de données. Alors là, on quitte la Réunion, on revient en France métropolitaine, on va aller en Saône-et-Loire, et plus précisément sur la ferme de Ferminov avec Louise Ribeiro, qui va vous présenter un exemple concret de technologie utilisée en élevage autour de l'utilisation du drone. Louise, je te laisse la parole. Merci Julie, je vais partager l'écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça marche. Super. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Ribeiro, chargée de projet à Ferminov, donc ferme expérimentale en bovin allaitant charolais en Saône-et-Loire, et je vais vous présenter aujourd'hui donc comment le drone peut devenir un allié de l'éleveur pour la surveillance des animaux au pâturage, au travers des travaux menés donc dans le cadre du projet européen Icairus. Donc, hop, Ferminov, donc c'est une ferme expérimentale en élevage bovin laitant charolais qui a pour objectif donc de créer des références sur des systèmes charolais et parmi ces objectifs, donc il y a tester des innovations en conditions réelles. Et donc le projet Icairus s'inscrit pleinement dans cette démarche puisqu'il a visé à développer et évaluer les usages du drone en agriculture en tenant en compte de leurs atouts mais aussi de leurs limites techniques, économiques et réglementaires. Et donc la question de départ était simple, c'était en quoi le drone peut être utile à un éleveur de bovins allaitants à l'herbe. Les principaux enjeux autour de cette question sont donc le gain de temps, la réduction des déplacements et la capacité à couvrir rapidement des parcelles qui peuvent être parfois éloignées ou morcelées, tout en apportant en fait une vision globale que l'on n'a pas forcément à pied. Donc sur 3 années d'essai, nous avons testé de nombreux usages du drone autour des animaux. Donc le premier étant l'observation de ces animaux et le repérage dans les parcelles pour localiser donc le troupeau. C'est un outil qui s'adapte vraiment bien à toutes les situations et qui se montre performant, notamment avec le zoom, hein, ce qui permet d'observer plus près les animaux sans les déranger et même de pouvoir les compter, puisqu'on le voit sur les images, hein, au niveau des bovins, on peut facilement compter nous-mêmes nos animaux.
et aller jusqu'à les identifier sur leur boucle quand les conditions le permettent, les conditions de vol le permettent, et donc avec un zoom bien performant. Il faut savoir que les animaux réagissent donc plutôt bien à l'outil et que les conditions de vol en fait ne sont pas toujours idéales, hein, notamment les jours de pluie et de vent, ce qui fait que l'utilisation du drone n'est pas possible tous les jours, mais il permet donc d'économiser du temps sur les jours d'utilisation, ce qui fait que l'éleveur en fait garde le lien avec ses animaux, parce que c'est une question qu'on a souvent. Euh, c'est un peu une crainte de perdre le lien avec ces animaux si on utilise le drone. Mais voilà, c'est des animaux qui s'habituent facilement et un lien gardé puisqu'on ne vole pas au quotidien avec cet outil. Les usages du drone ne s'arrêtent pas uniquement aux animaux, puisque le drone peut également être utile pour vérifier ses points d'abreuvement. Euh, et également observer, par exemple, des parcelles de prairies ou de culture, contrôler l'état également des toitures de l'exploitation pour de l'entretien ou voilà, quelques usages annexes comme ça identifiés suite à nos 3 années d'essai. Et puis, un dernier usage identifié, localiser la faune sauvage, notamment avant les chantiers de fauche, par exemple, ou de récolte. Donc voilà, on est vraiment sur un outil qui s'est montré polyvalent sur des systèmes comme le nôtre et au service du fonctionnement global de l'exploitation. Donc si on revient un petit peu sur les avantages et inconvénients, il permet de gagner du temps. La prise en main est relativement facile finalement. Euh, on a des plateformes disponibles, notamment pour des formations sur tout ce qui est réglementation et législation, qui sont disponibles. Et puis derrière, voilà, c'est un outil, il faut être attentif à l'utilisation, mais c'est facilement pris en main. Il permet également de nous faire prendre un peu de recul sur l'exploitation, sur nos parcelles. Euh, voilà, en revanche, il ne remplace pas l'éleveur et il reste aussi dépendant du parcellaire, euh, des conditions météo et du cadre réglementaire en fait dans l'environnement des exploitations. L'enjeu, c'est vraiment de l'utiliser au bon moment pour les bons usages et avec un contexte finalement qui soit adapté. Si on zoome un petit peu justement sur le gain de temps, donc sur 3 années, on a enregistré nos données de temps de travail journalier liées à la surveillance des animaux au pâturage, au printemps et à l'automne. Et vous retrouvez donc ici en violet avec les petits avions, le temps de travail journalier avec l'utilisation du drone et en bleu au-dessus, le temps de travail sans le drone. Et donc, on arrive à une moyenne d'économie de temps à l'automne de 12% et de 31% au printemps. Voilà, on note donc une différence au niveau du gain de temps lié donc à la saison. Ceci s'explique par le fait qu'au printemps, donc au moment du lâcher au pâturage, on pratique le pâturage tournant. Les lots sont plutôt petits et donc on a souvent pour un même point d'observation avec le drone, donc un même point de vol, plusieurs petits lots à aller observer. Donc ça nous économise plusieurs allées et venues vers ces petits lots-là pour un seul même point de vol. Et à l'automne, généralement, en fonction de la qualité de la ressource, les parcelles sont plutôt ouvertes. Les parcellaires, en fait, est plutôt groupé. Et donc, pour un seul point de vol, on survole moins de lots et donc on économise moins de temps de travail et de temps de déplacement. Voilà globalement les grandes différences saisonnières. Ces résultats donc, nous ont permis de modéliser l'usage du drone sur une saison complète de pâturage. Et à partir de ces travaux, actuellement, il y a une petite calculatrice qui est développée, destinée aux éleveurs souhaitant s'équiper. L'objectif, en fait, c'est qu'ils puissent estimer le gain de temps
qu'ils pourraient obtenir s'ils investissent dans un outil, donc dans un drone, et le temps d'amortissement également de cet outil, en fonction, encore une fois, de leur parcellaire et de leurs besoins, afin de les aider donc dans la prise de décision. Parce que, donc on l'a vu, nous, notre parcellaire, il est assez simple. En fait, ça fait 3 gros îlots éloignés de 5 à 10 km de l'exploitation, du site de l'exploitation. Mais voilà, c'est 3 gros îlots de parcelles, ce qui nous fait qu'en fait, en 3 points de vol, on peut survoler tous nos lots. Par contre, sur un parcellaire qui sera plus dispersé, avec des parcelles plus isolées, ça rend plus délicat l'économie. Et donc, par exemple, en modélisant l'usage du drone sur à peu près 229 jours de pâturage à l'année, en considérant qu'on l'utiliserait 30 jours en conditions automne et 68 jours en conditions printemps, avec un scénario comme celui-ci, un éleveur pourrait économiser plus de 7 jours de travail, soit 54,6 heures, et donc une économie annuelle de 1633 euros. Ce qui nous amène à une durée d'amortissement selon le modèle. Donc le modèle actuel de drone recommandé, c'est le Mavic 4 Pro, qui pourrait être amorti donc en 1 année et demie. Et le Matrice 4 Thermal, donc qui est un modèle plus haut de gamme avec une caméra thermique. L'usage de la caméra thermique, nous, on l'a surtout identifié dans les parcelles un peu avec des sous-bois ou des haies, et où on peut avoir les petits veaux qui s'y cachent. Et donc, pour les repérer facilement, c'est vrai que la caméra thermique était un bel avantage. Mais c'est pour l'instant voilà, l'usage qu'on a identifié. Et donc, pour ce type de matériel plus haut de gamme, il faut derrière essayer de trouver un autre gain nécessaire en fait, pour amortir le drone avec une caméra thermique, puisque ça nous amène à 4,7 années pour amortir l'outil. Voilà pour les bovins, mais c'est pas les seuls travaux qui ont été faits par rapport au projet Icairus, puisque il y a également des travaux qui ont été faits chez les ovins, et on le voit sur cette image. Les ovins sont tout de suite plus petits et plus délicats à compter quand on surveille ces troupeaux. Et donc, dans ce cas-là, quand le drone ne suffit pas, on ajoute de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, une intelligence artificielle de comptage open source a été développée. Elle est en cours de validation externe et elle affiche des performances de comptage supérieures à 98%. Voilà. L'enjeu aujourd'hui, c'est son intégration en fait dans une solution opérationnelle avec une potentielle collaboration avec un acteur économique. Voilà, les champs sont encore ouverts sur ce point-là. Et donc sur le projet Icairus, donc il y a eu des travaux avec Ferminov sur les bovins, il y a des travaux également sur les ovins, et en fait ce projet s'est appuyé justement sur le réseau des Digifermes qui joue aujourd'hui un rôle multiplicateur de résultats. D'autres fermes ont accueilli des démonstrations, organisé des journées techniques et contribué à la collecte d'images pour entraîner justement l'intelligence artificielle. On parle des digifermes, donc du Pradel en caprin, du Cirpo en ovin et du Cirbif en bovin. Et donc, cela permet en fait, de confronter les innovations à différents contextes variés et puis d'accélérer également leur diffusion via différentes filières, régions, départements. Voilà, pour toute question, nos coordonnées et Adrien Le Breton, collègue de l'Institut de l'élevage, qui est également spécialiste sur ce sujet. Super, merci Louise. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou remarques à les mettre dans le chat, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Je vais repartager mon écran. Alors du coup, j'espère que vous avez vu, on a vu deux technos différentes, deux filières différentes, et pourtant on voit bien là tout l'intérêt des deux digifermes sur la partie recensement des besoins, des usages autour de ces technos. Il y a une part prenante autour du développement de ces technologies-là et d'identifier dans quelles conditions les technologies sont pertinentes.
On a vu l'impact sur le temps de travail, le gain économique aussi qu'on peut imaginer. Et tout ce travail-là, ça demande du temps et des compétences au sein d'un site dédié, les fermes expérimentales. Et je pense que là, Anaïs et Louise vous ont montré concrètement comment ça pouvait s'appliquer autour de 2 projets. Alors pour finir, il nous reste une troisième filière au sein du réseau des Digifermes, c'est la filière viticulture. Alors la filière viticulture rassemble 4 Digifermes en France. C'est une quinzaine de projets qui ont été recensés entre 2024 et 2025. Et cette filière se distingue des autres parce qu'on va retrouver en premier lieu une thématique importante sur le numérique, qui est la question de l'adoption, la démocratisation et l'accompagnement au numérique. On va retrouver dans ces filières notamment des projets autour de la formation ou du low-tech aussi en viticulture. On va retrouver 2 autres thématiques principales, celle de la protection des cultures et la réduction des IFT en vigne, et ensuite la question plutôt à l'échelle de l'exploitation sur le pilotage stratégique, la gestion et la traçabilité. Quand on regarde un peu le podium des technos mis en place dans cette filière, on va retrouver les systèmes et actionneurs embarqués, de la robotique, notamment autour des questions du désherbage mécanique, des capteurs embarqués sur machine, quad, tracteurs, des systèmes et actionneurs fixes et aussi des logiciels de gestion d'exploitation. Alors aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aborder un troisième exemple en détail, mais au sein du livret qu'on vous présente aujourd'hui, vous allez avoir d'autres exemples de projets qui ont été détaillés. On n'a détaillé que 2 aujourd'hui, il y en a plein d'autres qui existent et qu'on a déjà décrits. Et aussi d'autres informations sur le réseau si vous voulez en savoir plus. Alors le livret vient juste d'être mis en ligne, on vous invite à les télécharger, il est en accès libre, gratuit, à travers le QR code ou dans le chat, on vous met le lien aussi. Ça vous permettra d'aller plus loin sur ce panorama. Évidemment, si vous avez toute question, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse en discuter. Alors là, voilà, on a vu ce qu'on développait sur le terrain, qu'est-ce qu'on teste au sein des Digifermes. Maintenant, on va vous présenter assez rapidement quelques ressources qui existent autour du numérique en agriculture pour assurer le transfert de tout ce qu'on peut développer. Alors, quand on parle de transfert, si on parle du transfert envers les agriculteurs, les conseillers et les étudiants, il y a 4 besoins principaux. Il y a besoin de pouvoir clarifier les technologies du numérique et vulgariser ces technologies-là. Les Digifarm, à travers l'expérimentation, l'évaluation, permettent de bien comprendre comment ces technologies fonctionnent. Il y a besoin d'illustrer par des exemples concrets en accord avec la diversité des réalités agricoles. Et ça, les Digifarm le font aussi parce qu'avec leurs activités de démonstration, c'est plus de 10 000 visiteurs qui ont été accueillis sur nos sites en 2025. Et dans nos visiteurs, on retrouve ces 3 acteurs. On retrouve les agriculteurs, les conseillers et les apprenants. Et enfin, il y a besoin de mobiliser des ressources pédagogiques. Les nouvelles technologies évoluent très vite. On a besoin de produire du contenu pédagogique assez rapidement. Et là, tout l'intérêt des Digiferm, des instituts, des réseaux techniques pour pouvoir produire du contenu utilisable et mobilisable par les enseignants. Alors, autour de cet écosystème, les Digifarm sont en lien notamment avec des réseaux mixtes techniques qui existent. Et autour du numérique, il y en a 2 principaux qui sont labellisés et financés par le ministère. On a le réseau Nexus et le réseau Modelia. Le réseau Nexus, c'est numérique en agriculture, valoriser, diffuser, soutenir l'innovation, qui a un axe spécifique dédié à cette notion de diffusion et de transfert des savoirs sur le numérique. Ça permet de travailler sur l'appropriation de ces connaissances, rendre l'existant accessible, structuré et adapté à différents types de publics. Et ensuite, on a le réseau Modelia sur les sciences des données et modélisation pour l'agriculture et l'agroalimentaire, qui aide à produire des formations et des livres autour de l'enseignement agricole sur le numérique en agriculture. Donc on a des liens étroits entre finalement des Digiferm, des réseaux mixtes techniques et aussi l'enseignement pour assurer le transfert. Et un exemple très concret et très palpable de comment on fait ce transfert, c'est par exemple le guide Le numérique en agriculture des technologies en application qui a été édité l'année dernière, qui est un livre destiné aux enseignants et aux apprenants et qui permet de vulgariser et d'expliquer le fonctionnement de 23 technologies différentes en expliquant le fonctionnement et les cas d'usage concrets dans les filières, autour de 3 filières, autour de plaquettes aussi pédagogiques qui illustrent la place des technologies dans les exploitations, et qui a aussi de nombreux QR codes au sein de l'ouvrage pour permettre d'actualiser les informations qu'on a sur ces technologies au fur et à mesure. Ce qui est aussi intéressant dans ce livre et qui est important de transmettre aussi aux apprenants, c'est qu'il y a des questions importantes à se poser au sujet du numérique. Ces questions-là, ces 5 questions. Il y a la question de l'évaluation des solutions numériques. J'espère que vous l'aurez compris, aujourd'hui, il y a un enjeu énorme sur le développement et la validation de ces solutions sur le terrain. Les Digifarm y participent grandement. Il y a les considérations économiques. Aujourd'hui encore, beaucoup de technologies sont très chères. On a besoin de aussi pouvoir évaluer l'investissement, le retour sur investissement autour de ces technologies-là et les apports qu'elles ont.
l'appropriation des outils numériques, toutes les questions d'adoption, comment on les intègre. Il y a aussi la question de l'échange des données. On produit énormément de données. Comment est-ce qu'on se les partage? Quelles données génère-t-on? Comment cela fonctionne? Et aussi, enfin, la question des mutations du secteur agricole. Les nouvelles technologies transforment aussi le travail, transforment aussi l'exploitation. On a besoin de comprendre comment elles transforment les relations entre les acteurs et le travail au sein des exploitations. Alors là, c'est un exemple envers les apprenants, mais on a aussi du transfert qu'on fait vers d'autres types d'acteurs, notamment vers les conseillers agriculteurs. Et je vais vous présenter un exemple déjà accessible en ligne sur l'élevage ruminant à destination des éleveurs. Exactement. Donc, merci Julie. Juste pour me présenter, Zoé Guy, chef de projet Nouvelles Technologies au sein de l'Institut de l'élevage. Et donc, dans la même dynamique que l'ouvrage proposé par l'ACTA, on a rédigé en 2025 un dossier technique dédié aux nouvelles technologies en élevage de ruminants, donc au sein de l'Institut de l'élevage. Ce dossier, il était à destination donc des éleveurs, des conseillers et des enseignants étudiants. L'idée étant de répondre à plusieurs questions. Comme l'a dit, si tu peux switcher de slide, Julie. Comme l'a dit Julie, il y a plein de questions autour du numérique. Et nous, notre approche, c'était de se dire, on ne va pas faire un guide où on recense toutes les technos disponibles en élevage, mais plutôt un guide qui va permettre aux éleveurs, aux conseillers ou même aux apprenants de recenser les questions qu'il faut se poser avant de s'équiper et de se poser les bonnes questions sur voilà, est-ce que la techno va vraiment me faire gagner du temps? Est-ce que ça va modifier mon organisation? Les questions autour du réseau disponible à la ferme et comment les technologies utilisent ces différents réseaux. Quel va être le retour sur investissement? Voilà, les questions autour des données, enfin, plein de questions autour du numérique. Et donc, quelles sont les questions et comment est-ce qu'il faut se les poser. Et donc, ce guide, vous avez le QR code, on va vous mettre le lien aussi dans le chat. Il est articulé donc en 3 parties. Une première partie sur vraiment le contexte et les enjeux du numérique spécifique à l'élevage de ruminants. Les impacts, promesses et défis en lien avec ces technologies. Et puis, une dernière partie, vraiment solutions autour des conseils et des bonnes pratiques qu'on peut nous donner sur l'usage du numérique et sur l'adoption même du numérique. Merci. Très bien, merci Zoé. Et enfin, pour finir un peu les différentes ressources qui vous sont accessibles, on a parlé des guides pour les enseignants, des guides éleveurs aussi. On a le volet formation qui est important, former les conseillers, les ingénieurs, un public aussi plus large. Et à l'ACTA, il y a 3 formations qui existent aujourd'hui autour du numérique en agriculture. Il y en a 2 premières qui sont pour un public assez large, une sur l'intelligence artificielle générative en agriculture et une autre sur l'initiation à la science des données. Pour un public plus avancé, il y a aussi la question de la data science pour l'agriculture qui vous permet de rentrer plus en détail sur des cas d'application. On vous mettra les infos dans le chat. Vous avez accès en fait à ces différentes formations à travers l'ACTA. Et pour rentrer plus dans le détail sur 2 exemples de formations autour du numérique, autour de l'intelligence artificielle générative, notre objectif c'est de pouvoir comprendre le fonctionnement, l'articulation, les rouages autour de ces outils d'IA génératifs qui sont aujourd'hui partout. Je pense qu'on en est tous consommateurs. Découvrir aussi les différents outils qui existent, qui évoluent très rapidement. C'est une formation qui est mise à jour très régulièrement et aussi appréhender les enjeux de l'IA générative appliquée au secteur agricole. Sur l'initiation des sciences des données, l'objectif c'est de pouvoir permettre à tout le monde de comprendre les enjeux du big data agricole et aussi les enjeux autour de la maîtrise et le partage des données. Comprendre aussi quels sont les principes de base de la science des données pour aller vers de la prédiction et concrètement comment on passe de modèles à des outils de décision qu'on pourrait utiliser sur le terrain. Voilà, si des sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous aimeriez rentrer plus dans le détail, nous avons des sessions qui sont prévues pour cette année en distanciel et vous pouvez, vous mettra les liens dans le chat, vous pourrez aussi rentrer en contact si vous voulez vous inscrire. En bref, aujourd'hui, on avait 3 messages clés à vous transmettre autour de la sortie de ce livret DigiFerm sur les nouvelles technologies testées sur le terrain. C'est que les DigiFerm sont vraiment des accélérateurs d'innovation numérique parce qu'elles permettent le développement
l'expérimentation et le transfert des nouvelles technologies en conditions réelles et diverses. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur au sein du réseau et qui rend le travail qu'on fait très pertinent sur une diversité de réalités agricoles. On travaille avec les entreprises de l'AgTech en partant de l'identification des besoins, à la construction de ces solutions, à l'évaluation grandeur terrain et finalement par la démonstration de ces nouvelles technologies. Et donc on est là vraiment sur toute la chaîne de développement et on est ouvert à toute collaboration avec des entreprises qui chercheraient à vouloir confronter leurs solutions aux besoins des filières et aux réalités des fermes. Et enfin, vous l'avez vu, on vous a donné quelques exemples à la fin de ressources qui existent pour les agriculteurs, les conseillers, les ingénieurs et les étudiants pour comprendre comment ces nouvelles technologies fonctionnent et pour pouvoir les prendre en main. Alors, on va passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs dans le chat. Si on a d'autres, c'est le moment de les poser. On fera un plaisir de pouvoir y répondre. Et si jamais certains veulent déjà nous quitter, j'en profite pour vous passer les contacts qui pourraient vous intéresser si vous voulez aller plus loin. Aussi, j'ai des digifères, n'hésitez pas à me contacter en tant qu'animatrice du réseau. Je pourrais vous mettre en relation aussi avec des fermes qui pourraient vous intéresser. Je remets le contact des intervenantes d'aujourd'hui et je les remercie pour leur participation. Et si vous avez plus d'informations sur la partie ressources, je vous invite à contacter Violaine Lejeune et François Brun de l'ACTA qui pourront aussi vous donner plus d'informations. Voilà, je vous remercie à tous. Je vais rester encore quelques minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. On vous enverra toutes les ressources et le lien du webinaire et le replay vous sera aussi partagé. Merci. Si je peux peut-être, Julie, modérer la partie questions. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui ont été répondues. Une question qui reste en suspens, c'est comment est-ce que l'ACTA articule l'action du réseau Digiferm avec celle du réseau développement des fournisseurs de technologies et quid de la coordination de cette action avec les nombreux projets parallèles menés à l'étranger? Merci pour cette question. Alors, si je comprends bien, c'est comment on coordonne le réseau Digiferm avec les différentes entreprises qui développent ces solutions. Alors, en fait, on a différentes manières d'interagir avec les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent en prestation directe sur les fermes expérimentales, qui viennent avec leurs techno et leurs questions, donc ils la mettent entre les mains des Digiferm, on fait de la prestation directe. On travaille aussi à travers des projets, on intègre les entreprises dans les projets de recherche-développement. Et ensuite, on a d'autres projets qui sont encore plus innovants sur la relation entre les Digiferm et les entreprises. On a notamment un projet européen en ce moment qui s'appelle AgriFoodTech. Je peux vous mettre le lien dans la conversation. Et là, c'est l'Europe qui nous permet en fait de faciliter l'accès au terrain d'expérimentation pour les entreprises, et notamment les PME, qui développent des solutions d'IA et de robotique partout en Europe. Et donc là, aujourd'hui, avec les Digiferm, on travaille avec des entreprises qui développent leurs solutions, et l'Europe permet notamment de financer une partie du service qu'on apporte aux entreprises. On est en lien étroit avec pas mal de réseaux d'entreprises, notamment le réseau de la ferme digitale sur les nouvelles technologies. L'objectif est toujours ça, de pouvoir montrer l'intérêt des digifermes sur le développement de ces solutions-là et apporter l'expertise des instituts, des chambres, des coopératives sur ces questions-là. On est donc impliqué à niveau européen, mais on est aussi en dehors de l'Europe. Aujourd'hui, les Digiferm travaillent notamment avec le pôle digital du Maroc, qui développe aussi son réseau de fermes expérimentales. Et on travaille sur la construction de réseaux de fermes expérimentales, sur les entreprises qui auraient des technologies à faire tester et l'évaluation de ces solutions-là. Donc, c'est une très bonne question. En fait, il y a plein de choses qu'on met en place et c'est un lien qu'on cherche à développer parce qu'on voit tout à fait l'importance de pouvoir transmettre la recherche appliquée et de faire le lien avec les entreprises pour amener des solutions pertinentes sur le terrain demain. Voilà, j'espère que ça répond à la question qui avait été posée. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Et au-delà de ce lien avec les réseaux d'entreprises, je pense qu'on peut aussi parler du fait que les Digiferm essayent se coordonnent également avec l'enseignement et les réseaux, donc réseau thème, qui est le réseau thématique de l'enseignement agricole. On a aussi des liens avec des lycées agricoles étroits, avec des écoles d'ingénieurs également, pour amener la Ouais, techno totalement. à tous les niveaux. Alors, je vois une question. La ferme digitale est-elle votre guichet unique vers les fournisseurs? Pas du tout. C'est qu'une seule de nos portes vers eux. On est en contact direct avec les entreprises, que ce soit par d'autres réseaux ou même direct par les entreprises. De plus en plus, les entreprises viennent contacter le réseau Digiferm pour ensuite rentrer en contact avec les fermes qui les intéressent. Donc, on ne se ferme pas du tout un guichet. On est au contraire ouvert à tous. Et on va notamment travailler avec les entreprises étrangères aussi.
Alors, on a Henri Combeau qui pose une question. Est-ce que l'approche autoconstruction de solutions numériques en mode low-tech est appréhendée? Oui, totalement, c'est une bonne question. Merci Henri. Vous l'avez peut-être un peu perçu dans la présentation. En filière viticulture, notamment, on a pas mal de projets qui ont été mis en place sur l'approche low-tech, que ce soit autour de la construction de solutions, mais aussi pour se rendre compte que l'approche low-tech est aussi une approche intéressante pour comprendre comment les technos fonctionnent et pouvoir les prendre en main pour comprendre les rouages derrière ces technologies-là. Donc c'est une thématique qui nous intéresse, qui est aussi abordée en élevage et qui est intimement liée à la question du numérique et aux questions d'adoption du numérique. On a une autre question. Avez-vous eu contact avec la MSA pour le côté impact sur le travail réel et la santé? On est impliqué dans des projets en lien avec la MSA. Il y a notamment le projet Agroboscope qui vient de commencer. Je pourrais aussi vous envoyer des liens si ça vous intéresse. Où la MSA est impliquée justement sur ces questions de travail. On est aussi intéressé par des RMT qui travaillent sur le travail. Il y a notamment le RMT Trace qui travaille sur ces questions-là. Et on a aussi d'autres projets comme le projet européen Codex qui travaille sur l'impact social et l'impact sur le travail des nouvelles technologies. On cherche justement à tirer des méthodologies d'évaluation qu'on peut utiliser au sein du réseau des Digiferm. Donc pour nous, c'est un sujet très intéressant. On a encore besoin de développer des protocoles d'expérimentation qu'on pourra appliquer dans différentes filières. En tout cas, on y travaille et c'est vraiment une volonté de développement sur ça. Bon, je laisse 2-3 minutes pour les autres questions, mais sinon, on est arrivé au bout de ce webinaire. Je vous remercie quand même à tous et à toutes pour votre participation. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de ressources, plus d'informations ou même être mis en contact avec certaines Digifirmes. Dernière question. Alors, les réseaux d'essai des instituts techniques et du CIRAD sont-ils également intégrés à votre démarche? On échange, on est en lien étroit avec eux. Ce ne sont pas des sites qui sont forcément labellisés Digiferm, mais on est aussi en lien avec les autres réseaux d'expérimentation qui existent, justement pour être au courant des sujets et des résultats des travaux qui sont menés. Très bien, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie à toutes, tous, et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.